Jacques Robert, il y a un autre épisode dans votre livre, c'est votre rencontre, ce rendez-vous manqué avec Céline. On n'a pas été si manqué que ça. Non, derrière une porte. Oui, manqué, vous avez raison, c'est derrière une porte. Je veux dire, pas si manqué que ça, parce que pour moi, c'est un souvenir énorme, ça. Alors. Eh bien oui, vous savez, d'abord, Céline, c'est un peu comme Mousseline, un peu comme ça, c'était une énigme. Au fond, l'après-guerre, se caractérisait par... Il y avait des énigmes, énormes énigmes. Céline, qui était un personnage considérable, au point de vue littéraire, était considéré, tenu pour mort. Il avait été enterré 25 fois, on croyait qu'il était mort, certains disaient peut-être qu'il est vivant, comme on parlait d'Hitler tout à l'heure. Et puis un jour, c'est la bombe. Un jour, nous recevons dans mon journal, un samedi soir, un télégramme signé Céline. Je vous assure qu'à l'époque, c'était quand même fantastique. D'abord, on a cru que c'était un canular. D'autant que le texte de ce télégramme était le suivant, il n'était pas piqué des vers, il disait « Suis prêt à torcher l'Avorton-Sartre dans vos colonnes ». Alors on s'est dit, c'était une blague, c'est pas possible. Puis le télégramme venait de Copenhague. On s'est dit, on va téléphoner à Copenhague, il y avait un numéro de téléphone, puisqu'il se ferait à donner sa correction à Sartre dans notre journal. Nous avons téléphoné à ce numéro mystérieux, et nous sommes tombés sur un avocat danois, qui nous a dit, moi, pas du tout, je suis pas du tout, mais non, c'est une plaisanterie, il n'y a pas de Sartre ici. En réalité, c'était bel et bien l'avocat de Céline à Copenhague. Et Céline avait piqué un coup de sang, et sans avertir son avocat, nous avait envoyé ce télégramme. Et après, l'avocat lui avait tapé sur les doigts en lui disant, espèce de fou, vous savez très bien ce qui vous attend en France, qu'est-ce que vous êtes allé chatouiller Sartre, et il faut maintenant faire le mort. Ne donner aucune suite à cette affaire. Mais nous étions dans ces lendemains de guerre où nous, les reporters, nous ne lâchions pas nos proies comme cela, et j'ai sauté dans un avion et je suis parti pour Copenhague, car la réponse de l'avocat m'avait paru douteuse. J'ai débarqué chez l'avocat, qui a été un peu surpris de me voir arriver après mon coup de téléphone. Et là, tout de suite, il m'a dit oui. Il m'a dit oui, il est là, mais vous ne le verrez pas, ou en tout cas, je vous demande 24 heures. J'ai attendu 24 heures, et pendant ces 24 heures, l'avocat avait mis le temps à profit pour dire à Céline, en aucun cas, n'ouvrez votre porte à cet homme qui arrive à Copenhague pour vous rencontrer. 24 heures après, l'avocat me donne le numéro d'immeuble, et j'arrive dans un immeuble très bourgeois, très cossu de Copenhague, mais sans indication d'étage. À force d'explorer l'immeuble, de questionner en anglais, en mauvais anglais, les Danois qui occupent de cet immeuble, on me dit, il y a un Français au grenier. Je suis monté au grenier, il y avait une petite porte, une espèce de chambre de bonne, en bois très peu épais. Enfin, je pense à cette porte parce que j'avais l'impression, tout au cours de cette interview effarante que j'ai fait avec Céline, que j'avais vraiment envie de défoncer la porte. D'un côté, pas l'idée était derrière. Je comprends pas que vous l'ayez pas fait. J'ai peut-être eu tort de ne pas le faire. Là, il fallait peut-être être un peu violent. Et peut-être que j'aurais rendu service à Céline, parce que ce qui s'est passé, c'est que Céline était donc derrière cette porte, et qu'il s'est mis à gémir tout à coup, en me disant, ne me tentez pas. Mon avocat m'a dit de ne pas vous ouvrir, vous êtes un salaud comme les autres Français, vous venez me prendre, vous venez me chercher, vous venez me tuer. Et moi, je me tuais, moi, à lui dire, non, je suis un jeune journaliste. Vous savez pas ce que c'est qu'un jeune journaliste, c'est français, si ça existe, et je ne vous veux pas du mal, je voudrais vous parler, vous demander ce que vous êtes devenu. Et peu à peu s'est engagé à travers cette porte, lui et moi, un dialogue, je crois, très poignant. Enfin, très poignant parce que cet homme, nous revenons encore à la souffrance humaine, c'était un homme qui souffrait derrière cette porte. Il avait envie d'ouvrir la porte pour voir un Français, pour respirer un petit peu l'air du pays. Je lui ai posé des questions brutales. Et il y avait des choses insupportables chez Céline que je ne pouvais pas avoir oublié. Sa position vis-à-vis des Juifs était indéfendable, haïssable. Et je ne lui ai pas maquillé ma pensée d'une seconde derrière cette porte. Mais en même temps, j'essayais de parler un langage simple avec lui et de lui faire raconter simplement les grands épisodes de sa vie depuis qu'il avait disparu. Et petit à petit, il m'a raconté sa vie. Une vie invraisemblable. Là-bas, au Copenhague, il avait été enfermé 17 mois par les Danois. Il s'était réfugié au Danemark pensant que le Danemark allait être bien gentil avec lui. Ils ont été très gentils avec lui, mais en fait, ils l'ont mis dans un donjon où il a failli mourir à moitié pourri de bronchite. Et dans une telle misère, en même temps, une telle détresse, là où j'en ai voulu un peu personnellement à Sartre. Sartre l'avait provoqué, là. Je vous dis presque que c'était de la délation.
Moi, je dis pas après, je dis que c'était une certaine forme de délation, probablement inconsciente chez Sartre, parce que Sartre est un honnête homme intellectuellement, mais il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait, certainement. Car enfin, il a écrit, et c'est cela la réaction violente de Céline, et c'est pourquoi aussi dans mon livre, je me hérisse contre cette action de Sartre. Il a écrit à la Libération, dans sa revue, que Céline avait touché de l'argent des Allemands. C'était très grave, ça, parce que si on avait arrêté Céline, cette simple accusation de Sartre, compte tenu de l'énorme autorité intellectuelle qu'il avait à l'époque, suffisait pour faire fusiller Sartre. On avait quand même fusillé Brasillac. Pour faire fusiller Céline. Excusez-moi, pour faire fusiller Céline. Donc je pense que vraiment Sartre n'a pas pesé ces mots, parce qu'il les avait pesés, vous voyez le danger énorme qu'il faisait courir à Céline. En plus, ce reproche de... Il avait suffisamment de thèmes d'accusation contre Sartre, contre Céline, excusez-moi. Il pouvait assez l'accuser de choses honnêtement répréhensibles, qu'on pouvait réellement lui reprocher. Mais pourquoi lui reprocher cette histoire d'argent, qui était très grave, parce que cela supposait, alors chez Céline, que Céline eût été vraiment un homme acheté par les Allemands. Céline a eu certainement des grands torts pendant l'occupation, mais il n'était pas un homme acheté par les Allemands. D'abord pour cette bonne raison, c'est qu'il était riche, Céline. Il était d'une part riche, et d'autre part c'était un homme qui vivait extrêmement simplement. On l'avait appelé le médecin des pauvres, c'est un médecin qui ne faisait pas payer ses malades. Il y a eu certainement chez Sartre, contre Céline, une espèce d'imprudence de langage, mais qui à cette époque, les imprudences étaient extrêmement graves. Alors, derrière sa porte, Céline avait une espèce de bouillon, vous comprenez, de révolte, de haine, alors il faut bien dire le mot, là, contre Sartre, et c'est tout ceci que j'ai recueilli derrière cette porte. Mais Jacques Robert, Louis-Ferdinand Céline, vous l'avez revu ensuite à Paris? Je ne l'ai jamais revu. Et je ne l'ai donc jamais vu. Mais sa voix, pour moi, et pour le restant de mes jours, est gravée dans ma tête. C'est intéressant tout ce que vous me dites, car moi, je l'ai vu très souvent. J'ai passé de longues soirées avec lui, parce que j'ai fait toute une suite de reportages à son sujet. Et d'ailleurs, dans le livre que je vais consacrer à cette émission, puisque nous allons reprendre les documents de cette émission, et un livre sortira au début de l'année prochaine ou à la fin de l'année, je crois que la première radioscopie, ou la dernière, ce sera la sienne. Car il nous racontait sur la vie, sur la radio, sur la télévision, sur la politique, des choses qui sont assez exceptionnelles. Et je crois qu'il est bon, 20 ans après, de les réécrire. Et je ne comprends pas, vous, Jacques Robert, que vous n'ayez pas eu envie d'aller le revoir à Meudon. J'ai eu envie de le voir à Meudon, puis à ce moment-là, je suis parti. J'ai quitté la France. En dehors de toute politique. Bien entendu. Car c'est un littéraire. Oui, c'est un écrivain qui a marqué terriblement notre littérature. C'était aussi un visionnaire. Il y avait une fureur dans sa voix qui est inoubliable. Et vous savez, les grands violons d'écriture, elles sont rares, les grandes violences d'écriture. C'était une violence inoubliable. Et je comprendrais bien que vous me posiez la question. Bien entendu, sur le plan littéraire, j'aurais aimé le rencontrer. Je crois quand même que Céline, à la fin de sa vie, vous l'avez très bien connu. Était-ce encore le grand Céline? Je me pose la question tout de même. Alors c'est moi qui vous questionne. Non, là c'était le pauvre Céline. Le pauvre Céline. Mais vraiment le très pauvre Céline.